à tous, bienvenue dans Start Me Up. C'est votre émission qui part à la rencontre des nouvelles pépites techno dans la sécurité. Nous avions déjà parlé il y a quelques temps de cette jeune entreprise qui développe des algorithmes d'analyse de l'image par ordinateur afin de mesurer les flux dans l'espace public sans stocker images des données, ce qui était très utile, par exemple, pour analyser le taux de port du masque à la grande époque, gérer le nombre de métros par heure, c'est un autre exemple, et stopper en cas d'urgence ou encore détecter la douleur d'un patient dans un hôpital. Elle s'appelle Datacalab et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau son CEO, Xavier Fischer. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné par Yann Haguet, Executive Vice President chez IN Group, pour nous parler de votre actualité commune. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de News Sécurité. Avant de parler de ce projet qui est un petit peu un scoop, puisque ça sort en même temps que vous l'annoncez sur News Sécurité, IN Group, c'est l'ex-imprimerie nationale, partenaire de l'État français depuis près de 500 ans, et qui a quelque part changé de dimension et qui prône l'identité comme droit fondamental. Tout à fait. Si je devais donner une définition très simple de IN Group, je dirais IN Group, entreprise de souveraineté numérique. Mais pour être plus précis, plus concret, très clairement, en fait, nous sommes aux côtés de l'État et notre mission, dans notre rôle d'imprimerie nationale, est de sécuriser et de distribuer, émettre des titres de sécurité que sont les passeports, les permis de conduire, les cartes d'identité. Et d'ailleurs, la carte d'identité, et la nouvelle carte d'identité, c'est ce que vous pouvez obtenir maintenant, depuis qu'au milieu de cette année, la carte d'identité nouvelle génération a été mise et est accessible dans toutes les mairies et les bonnes mairies en France. Donc vous avez élargi votre spectre de mission quelque part pour aller au-delà de l'imprimerie qui faisait votre histoire. Tout à fait. En fait, d'abord, cette mission d'être en support à l'État français, nous l'avons étendue à l'export. C'est ce que j'allais dire, parce que vous parliez beaucoup de l'État français, mais vous travaillez avec d'autres États. Tout à fait. Nous sommes en fait en support de plus de 28 pays de par le monde. Où à leur côté, on assure aussi l'émission des titres sécurisés pour ces différents États. Et puis au-delà, les titres de sécurité et d'identité évoluent et donc nous sommes à la pointe et à la recherche d'un certain nombre de technologies pour faire que le citoyen puisse voir dans ces titres le moyen d'élargir les usages qui sont associés à ces titres. Je vous donne un exemple très simple. Nous venons de déployer à Monaco, donc pour la principauté monégasque, un système d'identité régalien. Et donc chaque monégasque, chaque résident monégasque peut ainsi, lorsqu'il renouvelle sa carte, aller chercher à la fois une carte physique d'identité, une carte de résident, mais aussi disposer d'une identité numérique dans son téléphone et ainsi pouvoir se connecter, accéder à des services monégasques, publics ou privés. Donc les technologies évoluent et notre préoccupation reste les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'essentiel pour nous est d'assurer la sécurité des données et la gestion de ces données en assurant la protection. Et on fait en sorte en fait que ces citoyens puissent utiliser cette identité pour aller à l'essentiel de l'exercice de leurs droits. Et ça, c'est essentiel au sens de notre fonction et de notre mission. On en a même fait notre raison d'être, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de permettre aux citoyens en fait, d'exercer son droit fondamental qui est le droit d'être soi. Et je me permettrai de rajouter une démonstration, ou en tout cas un exemple de ce qu'est cet exercice du droit à être soi, ou exercer ses droits. Il y a une enquête qui a été réalisée par la Banque mondiale et l'ONU il y a quelque temps, qui montrait que dans le monde, il y a encore plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité. Et ça veut dire, c'est fou, effectivement, et ça veut dire qu'en particulier, ces personnes ne peuvent ni accéder aux droits essentiels que sont l'aide humanitaire ou l'aide alimentaire, mais ne peuvent pas non plus ouvrir de microcrédit pour lancer une activité ou ne peuvent pas exercer leurs droits civiques. Donc il y a un vrai enjeu citoyen et mondial autour de ces notions d'identité. Donc les Monégasques ont leur identité, ça fait 500 cartes à peu près, dans la moitié de sportifs de haut niveau. Je rigole. Ils sont un tout petit peu plus... Mais en tout cas, ils sont souvent en avance, en tout cas pionniers dans les nouvelles technologies. Donc protéger l'identité des citoyens, préserver l'intégrité des entreprises. Si vous êtes ensemble aujourd'hui, Yann et Xavier, c'est pour nous annoncer justement, un peu en scoop, un partenariat Datacalab IN Group. Xavier, alors, quel ordre est ce partenariat ?
En fait, on est ravis d'annoncer ça justement aujourd'hui et de vous raconter aujourd'hui ce qu'on fait dans les bornes aux frontières justement pour détecter l'unicité. Nous, Data Lab, pour vous resituer comme vous l'avez fait en introduction, on cherche à développer le juste équilibre entre intérêt public de solutions technologiques basées sur de l'image et protection de la vie privée. Et donc, depuis 5 ans maintenant qu'on a créé cette entreprise, on cherche à développer des solutions d'analyse de l'image pour traiter les images le plus rapidement possible, pour ne pas les stocker et pour pouvoir changer l'existant basé sur certaines informations qu'on pourrait collecter. Ce qu'on va vous raconter maintenant, c'est ce qu'on peut faire dans les bornes aux frontières pour justement détecter si une ou plusieurs personnes sont présentes dans ces gates-là de façon à fluidifier le passage. Alors ces bornes, elles existent parce que moi, depuis le confinement, je n'ai pas franchi une frontière. Est-ce qu'il y a déjà des bornes? Alors vous n'êtes pas le seul, et d'ailleurs, effectivement, le confinement a fait que ces bornes, ou ce qu'on appelle plutôt des sas de passage aux c'était frontières, les sas classiques. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les sas paraf, c'est-à-dire en France, le nom est sas paraf, vous les avez dans tous les pays européens. Donc ce sont des systèmes automatiques qui visent en fait à faciliter le passage aux frontières en évitant de mobiliser à chaque passage quelqu'un de la police aux frontières. Donc ils existent. Donc on les a équipés? On les a équipés et ils fonctionnent. Je dirais, avant même la Covid, et ils vont tous redémarrer progressivement avec la reprise des voyages à l'étranger. Pour autant, en fait, il y a un enjeu majeur qui attend l'Europe en 2022, c'est le fait que tous les pays de l'espace Schengen vont se connecter à ce qu'on appelle l'entry-exit, c'est-à-dire le système de contrôle d'entrée et de sortie du territoire Schengen, avec l'obligation d'un contrôle systématique en entrée et en sortie de toutes les personnes qui franchiront ces frontières. Donc ça va créer une contrainte supplémentaire sur les polices aux frontières autour de l'espace Schengen, qui est d'assurer que ce renforcement de contrôle de sécurité puisse se faire sans pour autant créer des points de congestion et sans créer des problèmes de fluidité. Donc les États vont devoir énormément recourir à ces solutions automatisées de passage aux frontières, ce qu'on appelle les sas automatiques, et maintenir un niveau de sécurité suffisant, malgré tout, en assurant qu'une seule personne passe à chaque fois ces sas. Vous avez vu, vous êtes à un moment donné du processus enfermé entre, ou en tout cas retenu entre deux. Dans le métro, on passe à deux. Tout à fait, voilà. En fait, vous avez un système, comme son nom l'indique, de sas, c'est-à-dire deux portes, mais le processus prévoit de vérifier qu'il y a unicité de la personne qui se trouve dans ces portes. Aux frontières, on passe en voiture aussi? Alors ça c'est une autre approche que nous avons, qui est de faire en sorte aussi qu'on puisse automatiser, qu'il y ait une forme d'automatisation de ce passage de ce qu'on appelle les personnes véhiculées. Et pour ce faire, là on utilise un autre dispositif qui est de permettre aux différents passagers d'un véhicule de s'authentifier et de s'identifier avec l'aide de leur passeport. Et là, on utilise un système de tablettes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ces tablettes, Covid oblige, sont régulièrement nettoyées pour permettre de passer sans propager le virus. Comment va s'appeler cette nouvelle solution que vous proposez? Il y a un nom déjà? C'est en cours? On peut le dire? Alors, on a pas encore convenu d'un nom de solution ou de produit, mais pour autant, je pense que les SaaS automatiques n'auront jamais autant mérité la notion de smart border ou de smart equipment, c'est-à-dire qu'on va vraiment vers une notion de passage intelligent. Je crois que technologiquement parlant, c'est quoi la vraie révolution à ce niveau-là? Alors, je laisserai tout à l'heure Xavier préciser peut-être un petit peu plus technologiquement, mais pour vous faire très très simple, pour vous expliquer les choses très simplement, jusqu'à maintenant, l'unicité, elle était déterminée sur la base de capteurs assez traditionnels et en particulier la mesure de volume et d'occupation de l'espace entre ces deux portes par des détecteurs de volume. La difficulté dans ce cas de figure, c'est de distinguer deux personnes très très proches qui essayent de passer en même temps ou quelqu'un sur le dos d'une autre personne versus deux personnes de 50 versus une de 120. Voilà. Et puis c'est aussi de différencier ce qui peut être un objet, exemple un sac à dos porté sur le dos, d'un enfant qu'on pourrait porter sur le dos. D'accord. Donc toutes ces limites, à un moment donné, ont donné une incapacité de garantir une unicité absolue. On est allé un cran plus loin avec une technologie qui consiste en fait à passer sur de l'analyse d'images, mais en utilisant l'intelligence artificielle, tout en s'assurant que tout ça se fasse à la fois très très vite et dans un dispositif en proximité ou en interne même de l'équipement,
c'est-à-dire dans l'équipement lui-même. Et ça, c'est la technologie et la combinaison d'intelligence artificielle et edge computing que Datacalab réussit magnifiquement. Alors en termes de technologie... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des réseaux de neurones. En fait, on prend les images et d'abord, on va chercher à détecter les individus. Donc, on va voir s'il y a une ou plusieurs personnes, des bagages, des enfants ou non. Et en fait, la vraie différence avec ce qui existait avant, c'est qu'en fait, ces réseaux de neurones-là ne nécessitent pas d'être réglés. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était fait, c'est que c'était des règles en dur en disant si cet espace est occupé, alors il faut faire comme ça. Les réseaux de neurones apprennent en fait sur des bases de données. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté notre logiciel pour pouvoir être optimal dans les conditions de l'imprimerie nationale et donc être présent dans ces SAS-là. Et donc, une fois que le logiciel est prêt, de 1, il a une précision qui est plus importante. Et de 2, pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné technologiquement? C'est que le Edge que nous proposons permet de travailler sur des ordinateurs qui ne coûtent pas forcément très cher, dans le sens où, aujourd'hui, pour faire de l'analyse de l'image, vous avez souvent besoin de cartes graphiques. Une carte graphique, ça va coûter aux alentours de 1 000 €. Et donc, en fait, le modèle économique n'est pas forcément objectivable et trouvable parce qu'il y a trop de matériel installé. Nous, ce qu'on fait, et donc ce Edge Computing nous permet d'avoir la précision qu'on a avec une carte graphique, sans carte graphique. Ce qui fait qu'en fait, on a pu remplacer le capteur de volume qui était présent dans la gate par ce petit ordinateur et qui nous permet d'avoir un niveau de précision qui est plus important. Et donc, pour parler de la suite, nos logiciels sont auto-apprenants et donc ils s'améliorent au fil du temps. Et donc, les prochaines étapes, c'est que là, pour l'instant, on a un premier produit qui est en train d'être mis en production. Les prochaines étapes, c'est qu'il devient meilleur et que on a en fait un logiciel qui devient de plus en plus précis en fonction du nombre de caméras sur lequel il est déployé, tout en respectant bien sûr une non-collecte d'images. Tous les traitements qu'on fait sont faits en moins de 100 millisecondes et donc en fait personne ne voit les images. Et nous, ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est à voir sans regarder, sans jamais stocker les images pour justement protéger la vie privée des gens. C'est une de vos fibres, c'est respecter les libertés individuelles. Justement, en termes de réglementation, j'imagine que grâce à ça, vous avez franchi sans aucun problème. Enfin, vous avez été adoubé sans aucun problème. Alors, d'une façon générale, d'abord, et pour venir souligner ce que Xavier disait, cette capacité d'apprentissage, justement, c'est aussi une ouverture énorme vers cette capacité d'évolution par rapport à une régulation qui change tous les jours. Elle est soit européenne, elle est soit nationale, et vous avez besoin d'adapter, et ces équipements ont besoin de s'adapter régulièrement. Et puis, deuxièmement, vous l'avez dit, c'est que l'importance, bien sûr, dans tout ce dispositif, c'est de s'assurer que toutes ces données restent localement et qu'elles sont manipulées, qu'elles sont gérées, utilisées, tout en respectant toutes les contraintes qu'il peut y avoir en termes de RGPD au niveau européen, de CNIL, et surtout que cette donnée, elle soit protégée, intègre et sécurisée pour que le citoyen sache à tout moment ce qui est fait. On reste sur une donnée assez classique qui est finalement une détection de corps, on n'est pas dans des domaines de biométrie extrême, mais pour autant, c'est important effectivement de garantir à chaque citoyen que tout ça ne sort pas, et ça reste très localement, et c'est effacé immédiatement. En termes de performance, est-ce qu'on peut quantifier, peut-être en pourcentage, le avant et aujourd'hui, les progrès? Oui, moi je prendrai un exemple. En fait, lorsque ces équipements sont testés, ce que l'on pratique, c'est justement ces passages très rapprochés ou cette tentative de passage avec l'enfant sur le dos. Typiquement, on était très clairement aux limites de ces capacités avec des capteurs traditionnels, avec ce qui a été mis en œuvre avec l'expertise de Datacalab. On passe et on détecte et on sépare suffisamment les deux personnes pour savoir que deux personnes sont dans l'espace et sont en train d'essayer de frauder au passage. Moi, je dirais qu'en termes de futur, qui plus est, cette technologie, comme le disait Xavier, elle permet d'évoluer et d'envisager des évolutions. On va pouvoir aussi mettre en œuvre des notions d'unicité ajustées aux besoins. Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à maintenant, l'unicité, elle est binaire. Vous êtes un, vous êtes tout seul dans le SAS, ou vous êtes deux. Demain, on peut envisager un principe d'unicité qui reste identique, mais autoriser le passage d'une personne dans une chaise roulante et puis quelqu'un qui pousse cette personne et qui est autorisé parce que c'est une assistante à l'aéroport ou l'assistante de la personne qui va passer. Et là, les systèmes développés sur la base des solutions de Datacalab permettront de séparer ces deux choses parce que la chaise roulante sera identifiée, parce que l'association, une personne qui pousse une chaise, quelqu'un dans une chaise, sera perceptible et séparable.
les capteurs traditionnels ne savent pas le faire. C'est là où réside l'innovation, à mon sens, c'est cette capacité d'aller beaucoup plus loin dans cette intelligence de l'équipement. Mais en termes, je voudrais juste un chiffre, en termes de pourcentage, on sait de combien de pourcentage d'erreurs on avait auparavant et à combien on arrive aujourd'hui? Alors on l'a pas quantifié, mais sachez que on passe de quelques pourcents à des choses qui se rapprochent du pourcent, voire inférieurs au pourcent. Et quelque part, je pense que c'est le signe que cette technologie est capable en plus d'aller plus loin et de s'améliorer. Bien sûr, au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, il y a un apprentissage des modèles. Ouais. C'est ça, et en fait, si vous voulez, le capteur qu'on utilise, donc une caméra et donc de l'image, nous donne une information qui est hyper riche dans le sens où, pour l'instant, détecte de l'unicité, mais demain, cette information contient plein d'informations dans les pixels que sont l'image, et on pourra éventuellement améliorer la précision de cette unicité, détecter d'autres choses, des chaises roulantes, est-ce que les gens portent des lunettes, des choses comme ça, pour encore une fois maximiser la fluidité et l'optimisation du passage aux frontières. Après, toujours et encore, sans stocker et sans jamais voir les images. Vous avez parlé tout à l'heure de la régulation. Nous, en fait, on est vraiment en train d'essayer d'expliquer qu'on peut faire de l'analyse d'images, sans les voir. Parce qu'en fait, si on fait ça, on ne collecte rien sur personne. Quand vous rentrez dans une salle de concert, il y a des gens qui cliquent pour compter le nombre de gens qui rentrent, qui sortent. C'est pas une donnée personnelle. C'est comme dans les on fait la même chose. Ouais, on est d'accord. Est-ce que déjà ça intéresse, là on parle des frontières européennes, est-ce que déjà vous avez des contacts avec d'autres pays, je sais pas, les États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, enfin, respecter les libertés personnelles, ils sont un peu moins à cheval là-dessus, mais... Tout à fait, je pense que effectivement, les choses viendront en leur temps, peut-être aux États-Unis, et c'est sans doute des endroits où les choses peuvent aller beaucoup plus rapidement. Pour autant, sachez que l'Asie, qui attache beaucoup d'importance en particulier à cette capacité, soit de faire passer une famille entière, c'est-à-dire d'assurer d'assurer à ce qu'un groupe de personnes puisse passer de façon fluide, mais en une seule passe, plutôt que les faire passer séparément. Ouais. Donc l'Asie, et en particulier certains pays asiatiques, sont intéressés par cette solution. Et quand je parle d'Asie, je ne parle pas de la Chine, bien sûr, mais de pays où le respect de la vie privée... Ni de la Corée du Nord, on imagine. Ni la Corée du Nord, bien évidemment. On est d'accord. Et pour autant, eux introduisent très vite le besoin d'intelligence dans ces passages, justement pour pouvoir définir des règles assez complexes de traitement particulier d'une personne à l'autre. Et donc c'est d'abord ces pays qui à l'annonce de ce type de solution, sont très friands. Et pour information, dans les semaines qui viennent, on devrait faire quelques démonstrations dans ces contrées asiatiques. Bon, on aimerait venir jusqu'à là-bas avec vous chez News Sécurité. On verra si on peut le faire. On rapportera quelques vidéos et on en parlera. Avec grand plaisir. Juste pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets dans d'autres univers ensemble? Est-ce que ça a fait germer justement l'idée de cette association franco-française? On en a besoin face aux géants américains et de travailler sur d'autres spectres. Je crois qu'effectivement, c'est la force de ce qu'on a réussi à créer sur un cas concret, mais que l'on voudrait étendre. Cette capacité d'avoir mis en commun des expertises françaises et puis de mettre en œuvre une solution originale, innovante. Et donc l'idée, en fait, c'est de regarder, tout en respectant ce qui est important et pour Datacalab et pour N Group, c'est-à-dire cette préoccupation autour de la gestion de l'identité personnelle, s'assurer que ces solutions peuvent être étendues à d'autres domaines. On sait qu'il y a des enjeux qui nous attendent en France dans les années qui viennent. Je pense aux Jeux Olympiques, la Coupe du Monde importants, la Coupe de monde du rugby. Et ce sont des événements dans lesquels il faudra bien associer cette capacité d'innovation technologique et la capacité de gérer des passages d'individus identifiés ou pas. Et donc c'est dans ces domaines aussi que l'on entend pousser notre collaboration, parce qu'on croit à la force de cette technologie apportée par Datacalab, et on pense qu'on a un rôle à jouer aussi dans ce type de solutions et d'innovation technologique au service de l'État et des citoyens. Eh ben, on est ravis de parler de ces unions, de ces forces tricolores qui s'assemblent pour être encore plus performantes. Merci beaucoup Yann Haguet et Xavier Fischer d'être venus. Merci. Sur le plateau d'Agneau Sécurité. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité, Sunil Squil et toute la Dream Team Agneau Sécurité pour la préparation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.